Bonjour à tous et bienvenue sur Spot, la web TV de Sinopia et de WeDoBiz. Pour animer ce plateau avec moi aujourd'hui, Romain Labiole, bonjour. Bonjour. Alors Romain, aujourd'hui nous allons parler des États-Unis à l'ère Biden. Alors que Joe Biden s'apprête à prendre le pouvoir dans une Amérique post-Trump, de nombreuses questions restent en suspens. Et parmi elles, qu'est-ce qui va réellement changer pour l'Europe? Pour nous éclairer sur la question, Didier Lebray, bonjour. Bonjour. Didier Lebray, vous êtes diplomate de carrière, spécialiste de la gestion de crise et aussi, anciennement ambassadeur de France en Haïti lors du séisme de 2010. Je la fais courte. Alors, j'ai de nombreuses questions pour vous, mais la première qui me vient en tête, c'est à propos de l'OTAN. On sait que Donald Trump, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, n'a cessé de critiquer l'OTAN, qu'il a jugé inefficace, obsolète, onéreux. Quel avenir pour l'OTAN post-Trump, selon vous? Il faut remarquer que si Trump avait relevé l'état d'obsolescence, peut-être programmé ou pas, je ne sais pas, de l'OTAN, le président Macron, lui, avait dit qu'elle était quasiment en état de mort clinique. Donc, il va falloir que des deux côtés de l'Atlantique, on revisite un petit peu les termes, en tout cas l'appréciation qu'on a sur l'OTAN. Bon, c'est une structure qui a fait ses preuves. En 70 ans, elle a réussi à maintenir ensemble les deux grandes puissances de l'époque, hein, les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Donc c'est important. On va retrouver avec Biden la relation normale que l'Europe doit avoir avec les États-Unis, c'est-à-dire une relation de confiance, une relation de partenariat. Donc j'ai aucun doute qu'on va être capable de repartir sur un bon pied. Après, les fondamentaux, ils restent les mêmes, hein. Je veux dire, il faut que l'Europe assume aussi sa part du fardeau. Ça, Biden ne va pas changer. Alors, je ne sais pas s'il insistera autant sur les 2% à consacrer aux efforts de défense pour chaque pays membre de l'Alliance. Mais en tout cas, c'est clair que si on veut être crédible dans une alliance qui implique deux parties, il faut que l'Europe fasse un effort. Après, l'aspect positif des années Trump, c'est qu'il nous a fait prendre conscience de la fragilité du lien transatlantique, qui est pas à l'épreuve complètement des balles, si j'ose dire, et que l'Europe a besoin de se doter aussi d'infrastructures de défense et de souveraineté, y compris militaire. Mais au-delà, si vous voulez, de l'alliance transatlantique, qui va, à mon avis, reprendre du poil de la bête, c'est une grande partie des fondamentaux de la politique étrangère américaine qui va être revisitée, hein. Je veux dire, que ce soit dans la relation avec la Russie, je pense que Biden va être plus dur, hein. En tout cas, son nouveau secrétaire d'État, euh, Anthony Blinken, qui connaît bien. Tu as recréé une nouvelle guerre froide avec la Russie? Alors, je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à une guerre froide, mais en tout cas, Anthony Blinken, le futur secrétaire d'État, patron du département d'État, a fait des déclarations très, très, très carrées sur la Russie en disant que la Russie avait cherché à miner de l'intérieur le fonctionnement de la démocratie américaine. Donc, Poutine va avoir en face de lui quelqu'un qui le regarde avec beaucoup d'intérêt et jugera sur pièce. Après, sur l'Iran, on sait que Biden a annoncé qu'il souhaitait réintégrer d'une manière ou d'une autre l'accord, peut-être en augmentant encore en ajoutant des clauses de vigilance. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, hein. Rouhani avait annoncé qu'avec cette élection, peut-être qu'une nouvelle page pouvait s'ouvrir. Sur Israël, je pense qu'on va sortir d'un alignement sur la politique de Netanyahou, et c'est une bonne chose pour l'Amérique, c'est une bonne chose pour la paix au Moyen-Orient. Je veux dire, qu'est-ce qu'il dira sur le plateau du Golan, qu'est-ce qu'il dira sur Jérusalem, capitale d'Israël, qu'est-ce qu'il dira sur les colonies en Cisjordanie? Je pense qu'il aura un discours plus classique, donc ça va faire retomber aussi peut-être en partie la pression. Mais ce qui ne changera pas, c'est clair, c'est la relation avec la Chine. Ben justement, on a cité plusieurs pays, vous avez conclu sur la Chine. La Chine est quand même le pays le plus en avant aujourd'hui économiquement et l'un des défis géopolitiques, notamment pour l'Europe. Et alors Trump, là encore, laisse derrière lui des vestiges d'un conflit encore tendu avec la Chine. Quel type de relation peut-on s'attendre entre les USA et la Chine? Est-ce que globalement, la relation USA-Chine a réveillé les politiques protectionnistes? Moi, je pense que le consensus aux États-Unis est tel, toutes catégories sociales confondues pratiquement. Il y a un consensus bipartisan très fort sur le fait qu'aujourd'hui, l'ennemi, c'est la Chine, pour des raisons, comment dire, quasi existentielles. C'est que pour la première fois dans l'histoire contemporaine, vous avez une puissance
qui a la capacité à tous les niveaux, militaires, économiques, en termes d'innovation, en termes de leadership même, de pouvoir prendre la place des États-Unis. Donc voilà, c'est quelque chose que les Américains regardent avec beaucoup de sérieux. C'est partagé une fois encore par toute la classe politique. Je pense que l'axe qui avait été construit de longue date, renforcé sous Obama et avec beaucoup de continuité par Trump sur ce qu'on appelle l'axe Indo-Pacifique, c'est-à-dire créer autour de la Chine une espèce de cordon sanitaire de pays alliés. Ça, je pense que ça n'est pas de nature à bouger. Après, moi, l'analyse que je fais, si vous voulez, de la menace existentielle, entre guillemets, de la Chine, on va revenir sans doute à une relation plus apaisée dans le sens où on peut sortir de la guerre commerciale ouverte dans laquelle Trump avait plongé le monde, avec des conséquences très lourdes pour le reste des économies. Hein, de quelle manière? Ben, je pense que il va y avoir d'abord, si on regarde froidement dans quel état va sortir la Chine de la crise, la Chine sera le seul pays à sortir avec une croissance insolente dès le dernier trimestre 2020. Donc, on ne sera pas égaux au sortir de la crise. La crise pour la Chine, ça a été vraiment une opportunité d'achever deux mouvements de fond. Le premier, de réorienter sa croissance sur le bassin de consommation domestique. Donc, on est passé en quelques années vraiment d'un pays dont le PIB reposait aux 2 tiers sur les exportations, à aujourd'hui plus de la moitié sur sa consommation domestique. Ils vont aussi diversifier et accélérer le processus de diversification des exports vis-à-vis de l'Europe, qui est déjà de facto le premier partenaire commercial. Et ils vont tenter aussi, à mon avis, d'attirer davantage encore d'investissements étrangers en Chine. Donc tout ça fait que les États-Unis vont être obligés de réajuster leur politique en pouvant privilégier d'autres pistes, par exemple accélérer le retour de certains pans de souveraineté qui ont été transférés en Chine, avec sans doute des coûts sur les produits qui seront fabriqués, mais ça peut être une politique, à long terme. Mais une fois encore, l'Europe et les États-Unis ne sont pas dans la même situation vis-à-vis de la Chine. On a bien sûr tous été victimes de cette espèce d'illusion que la Chine, c'était formidable parce que ça permettait d'avoir des jeans à 5 euros et des iPhones et des téléphones pas chers. Mais ça a été aussi le prix qu'on a payé pour cette consommation pour tous. Ça a été la destruction de centaines de milliers d'emplois et la désindustrialisation de nos pays. Et avec la désindustrialisation, le transfert de pans entiers de technologies qu'on aura du mal à récupérer. Mais d'ailleurs, à l'aune de cette désindustrialisation qui nous fait revoir nos chaînes de valeur, notamment en France, est-ce que vous ne pensez pas que justement, là, on va retrouver un truc d'alliés comme États-Unis, Europe contre la Chine, justement pour pallier ce problème? Moi, je crois qu'on a des intérêts convergents avec les Américains, mais on a aussi une situation extraordinairement asymétrique. Nous, on n'a pas de GAFA en Europe. On n'a pas de champion ni pour le cloud, enfin à quelques exceptions près. On n'a pas de moteur de recherche, à quelques minuscules exceptions près. La question de l'encadrement commence à être posée dans de meilleurs termes par la Commission. Sur l'exploitation des données, sur la nature des algorithmes. Enfin, tout ça va dans la bonne direction, mais on part quand même de très très bas. Le seul domaine où on a peut-être un avantage comparatif, c'est qu'on a 2 champions européens, Ericsson et Nokia, qui sont en mesure éventuellement de faire concurrence à Huawei, là où les Américains sont un peu plus faibles, notamment sur la 5G. Mais je veux dire, on a très peu d'avantages comparatifs, donc il faut que l'Europe consolide sa base industrielle, et c'est à la fois en recouvrant des marges d'autonomie vis-à-vis des Américains, mais aussi en essayant d'être meilleur que les Chinois là où c'est possible. Et une fois encore, entre la Chine et les États-Unis, aujourd'hui, il y a une espèce de relation de couple infernale. C'est-à-dire, en gros, vous avez la moitié des bons du Trésor américain qui sont détenus par les Chinois. Ça représente des sommes absolument colossales. Donc, la Chine est tenue par les États-Unis. Si jamais il y avait un défaut de paiement et un effondrement
des États-Unis, la Chine en serait le premier pays à en pâtir. Donc, vous connaissez le proverbe anglais too big to fail. Aujourd'hui, l'interdépendance entre les économies est telle qu'il n'est pas possible pour la Chine de souhaiter la mort des États-Unis. Elle peut souhaiter occuper la première place, et elle sans doute que ça va être le cas, mais pas au point de mettre en danger ses propres intérêts aujourd'hui aux États-Unis et en Europe d'ailleurs. Alors, quel type de scénario on pourrait envisager? Moi, je pense qu'il va y avoir, d'abord, les Américains vont réintégrer un certain nombre de lieux nécessaires aux relations internationales dans la régulation des échanges, notamment l'Organisation mondiale du commerce, dont ils sont sortis, hein, comme de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, le retour des États-Unis à l'OMC peut permettre peut-être de nouveau d'établir des normes qui ne soient pas seulement la libre circulation des marchandises, l'abolition de tous les tarifs douaniers et une espèce de version, de vision un peu irénique, un peu idyllique sur le thème laissons faire, laissons passer et ça contribuera au bonheur des hommes. On voit très bien aujourd'hui qu'on a besoin de régulation. Donc je pense que les États-Unis aujourd'hui, avec Biden, sont plus en capacité de poser les termes d'un deal global en termes de régulation, de la même façon qu'ils ont, comme les Européens, ils envisagent aujourd'hui une taxe sur carbone sur les produits importés, ce qui va dans la bonne direction. Il n'y a aucune raison d'accepter des produits qui sont d'abord le résultat du dumping social et surtout du dumping environnemental, qui puissent être compétitifs dans nos économies. Il faut que restaurer la vérité du prix et le coût total. Donc, Le coût total d'un produit, c'est vraiment à la fois ses coûts de production, mais aussi les externalités négatives, c'est-à-dire qu'est-ce qui contribue ou pas à détruire au niveau global de notre planète. Donc, vous préconisez une politique protectionniste pour les trois puissances? Je pense qu'il faut partir à armes égales et donc il faut intégrer, de la même façon qu'aujourd'hui les entreprises commencent à réfléchir à leur raison d'être et sont prêtes à intégrer leur bilan carbone au titre du bilan financier global, ce qui paraît tout à fait conséquent. Hein, il n'y a pas de raison que même dans le PIB des États, il n'y ait que des choses qui soient en partie négatives. Il est temps d'y rajouter aussi ce qui a un impact sur la planète. Donc je pense que ce n'est pas une histoire d'être protectionniste, c'est une histoire d'intégrer tous les paramètres de la production de l'air. Et par ailleurs, on ne peut pas rester dans un niveau d'absurdité tel que celui que la crise sanitaire a révélé, où vous avez 80% des agents, des principes moteurs de la pharmacie mondiale qui soient en Chine. Vous ne pouvez pas avoir une chaîne de valeur où on fait faire 40 fois le tour de la planète à des produits pour y incorporer les ingrédients des différentes fournisseurs avec des bilans carbone qui sont aussi épouvantables. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de s'asseoir autour d'une table et de voir qu'est-ce qui est bon, non pas seulement pour les États-Unis, pour l'Europe et pour la Chine, mais dans la globalité. Et alors, justement, on parle de protectionnisme, on parle d'entreprises européennes, chinoises, États-Unis. Moi, je vais vous poser une question sur les entreprises européennes quel avenir pour les entreprises européennes, quel impact en fait sur ces entreprises-là qui ont des intérêts aux USA comme en Chine. Je pense par exemple à Airbus. Moi, je pense que ça a été sans doute une erreur de penser qu'on pourrait transférer sans dommage l'industrie. Les Allemands l'ont fait beaucoup moins que nous, pardon. Ils ont encore une base industrielle qui est très forte, notamment à travers un réseau d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, qui constitue vraiment la puissance économique du pays. Nous, en 40 ans, on est passé d'une économie d'industrie à une économie de services. Je pense que c'était une erreur. C'était une erreur. On ne peut pas se passer d'une base industrielle. Donc, à partir du moment, le calcul, il était simple. C'était tout ce qui, de toute façon, n'est pas dans le haut du spectre en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire la recherche, le développement, l'innovation, peut être transféré. Mais en réalité, quand vous transférez le bas du spectre, si j'ose dire, de la production industrielle, très vite, vous avez le reste qui arrive. On l'a vu pour l'acier, on le voit aujourd'hui pour l'aéronautique. Les Chinois sont plus très loin de pouvoir mettre en avant un concurrent à Boeing et à Airbus qui sera sans doute dans 10 ou 15 ans, qui aura le même niveau de compétences, le même niveau
comment dire, de capacité et de niveau technologique. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut pas imaginer que en transférant juste une partie de l'industrie, on va pas voir ensuite arriver tout ce qui aujourd'hui est considéré comme ayant le plus de valeur. Donc ça, moi, je n'y crois pas, et ça, c'est une stratégie qui doit être revisitée de fond en comble. Après, rien n'empêche aussi les Européens d'être plus malins, c'est-à-dire de faire ce qu'on a fait pour Airbus, effectivement, c'est-à-dire mettre au pot commun le meilleur de l'industrie de nos pays européens pour construire partout des champions. On voulait construire un champion du ferroviaire en mariant Alstom et Siemens, ça n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, Alstom a repris et Bombardier. On va de nouveau avoir sans doute une industrie ferroviaire de taille mondiale. Donc, je pense que c'est des choses qui sont sur lesquelles il faut travailler. Il faut avoir plus d'ambition industrielle qu'on en a eu dans le passé. Et une fois encore, je ne pense pas que, reprenons le cas d'Airbus, je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt européen ou français de s'aligner sur la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Je pense qu'on peut avoir une position plus équilibrée, comme on l'a eu d'ailleurs au moment de la guerre froide. La France s'est toujours efforcée à la fois de rester un allié fidèle des Américains, mais sans pour autant considérer qu'elle n'avait pas aussi une relation à entretenir, tout en étant exigeante, avec l'Union soviétique de l'époque. Ok, très bien. Et donc, justement, en parlant des relations Europe-États-Unis, le soutien explicite de Biden à l'accord de Paris, est-ce qui permet aussi d'affirmer que l'Europe et les USA retrouveront une logique de partenaires d'alliés? Je pense qu'on ne peut pas faire pire que la vision qui a été défendue par Trump, c'est-à-dire jusqu'au point où il a appelé la vérité ce qui était le mensonge. Les faits sont têtus. On a très peu de temps pour arriver à inverser une courbe qui met en péril l'ensemble des paramètres de la vie humaine. Donc, ne partageant pas ce constat, Trump emmenait tout le monde dans le mur. Il faut quand même se souvenir que les États-Unis et la Chine ensemble font 40% des émissions de CO2 dans le monde. Donc, si la Chine ne se sent plus engagée parce que certains ne jouent pas le jeu et que les Américains se retirent, il n'y a pas moyen d'obtenir les objectifs de l'accord de Paris. Donc, c'est une très bonne nouvelle que de voir les Américains revenir dans le giron de ce qui devrait constituer la norme. Est-ce que ça suffira? Il faudra vraiment être très déterminé. Il faut savoir aussi que les Américains ont un axe très, très, très structurant en matière énergétique qui est de devenir autonome par rapport aux gisements du Moyen-Orient, pour des raisons que vous connaissez, qui sont politiques, stratégiques, et qui ont fait d'eux la première puissance en termes d'exportation. On oublie, je veux dire, en 10 ans, ils ont réussi à revenir dans la première place sur les exportations de pétrole. Alors certes, à partir de schiste bitumineux ou autres, mais donc avec des coûts de production qui étaient assez élevés et qui ne sont tenables économiquement que si on a un baril qui ne descend pas en dessous de $50. Donc tout ça fait beaucoup de paramètres et de questionnements sur la durabilité de ce modèle. Mais moi, je ne pense pas qu'il soit questionnable à très court terme. Donc, ce qui veut dire qu'on va rester quand même encore pendant quelques années sur une tendance qui ne sera pas forcément hyper favorable au climat. Mais en tout cas, la volonté de Biden est là. Il a dit qu'au premier jour de son mandat, il réintégrerait l'accord de Paris, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Et justement, on parle de Biden, il a très clairement donné le ton pour sa politique économique. Quel nouveau modèle économique pour les États-Unis aujourd'hui? Alors, il faut regarder, pour répondre à cette question, aussi l'électorat de Biden. C'est intéressant parce que vous avez 60% des moins de 30 ans qui ont voté Biden. Et on voit bien que le poids, ce qu'on appelle votre génération, les millennials pardon, dans l'électorat américain, ça ne veut pas dire que l'électorat de Trump a disparu. Hein. Les deux représentent deux Amériques qui aujourd'hui se regardent un peu en chien de faïence. Mais en tout cas, le surcroît de participation électorale, il y a eu plus de 30 millions d'électeurs qui ne s'étaient jamais prononcés, a profité plutôt à Biden, et ce sont plutôt les jeunes qui se sont réveillés. Et par
construction. Je veux dire, ce qui va faire le monde de demain, c'est pas moi, c'est vous. Donc, ces jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, qui se réengagent dans la politique et qui disent, nous, on croit en l'État providence, entre guillemets, c'est-à-dire un État qui soit plus social. On croit à la régulation du marché, on ne croit pas du tout au fétichisme de la finance qui, par ruissellement, bénéficierait à tout le monde. On voit bien que ce n'est pas le cas. Vous avez aujourd'hui des sociétés qui sont fracassées, vous avez une Amérique coupée. En France, on le voit très bien, on a eu 2 ans de mouvement de gilets jaunes qui ont dit le désarroi d'une partie de nos contemporains, et c'est pas une petite partie, il y a 60% des Français qui aujourd'hui ne comprennent pas le monde dans lequel on vit. Et ce qui est intéressant dans les mesures qui sont annoncées par Biden, c'est que c'est des mesures qui, quelque part, pourraient inspirer aussi les socialistes français. Il a annoncé une augmentation de la fiscalité pour les riches. Il a annoncé une augmentation sensible de l'impôt sur la société de 21 à 28%. Il a même parlé d'une revalorisation du SMIC de 7 à 15 dollars heure. Je vous signale qu'aujourd'hui, la mesure le coup de pouce qu'a annoncé Macron pour le SMIC, il est en dessous de 1%. Donc, considérant que, bon, ça, avec 1200… Ils repartent de loin aussi, ils partent plus de loin. Ils partent de très très loin, mais je veux dire, demander à un ménage français qui a un loyer à payer si 1200 euros par mois, ça permet de vivre, d'élever ses enfants, de partir en vacances et d'avoir une vie digne. On sait très bien que le SMIC aujourd'hui, il n'est plus au bon niveau. Donc, voilà, c'est une source d'inspiration. Alors après, il ne faut pas se leurrer, hein, je veux dire, Biden, c'est un patriote. Il ne va pas demain, mettre à mal ce qui constitue le cœur de l'économie américaine, les GAFA, l'innovation, le numérique. Donc là-dessus, à mon avis, il sera relativement intraitable. Il a aussi fait un plan massif d'intervention, de relance de l'économie, comme on l'a fait en Europe. Donc, est-ce que sur la finance, il sera plus circonspect? Oui, je pense qu'il fait partie de cette génération d'hommes qui croient que… Et justement, ça risque pas de créer cette politique de rupture ne risque pas de créer une Amérique un peu à 2 vitesses? Elle l'est déjà, de facto, mais entre la réindustrialisation de l'Amérique, un peu plus de protectionnisme, faire payer davantage les externalités négatives, la taxe sur le carbone, la revalorisation du SMIC et toutes ces choses qui, vont montrer que tout d'un coup, il y a un président qui s'intéresse aussi aux questions sociales et aux conséquences de la mondialisation sur les couches qui ont été les plus frappées, hein, la Rust Belt, hein, la ceinture de la rouille américaine. Vous avez c'est un désastre sur le plan humain, social, économique, donc qu'on connaît aussi dans notre pays, malheureusement. Donc je pense que quelque part, avec 1 an et demi d'avance sur la France aux prochaines élections présidentielles, peut-être que Biden nous ouvre aussi la voie et nous dit quel chemin il faut prendre. Eh ben, on verra bien. Merci Didier Lebret d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci Romain. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et un nouveau sujet. Au revoir. Au revoir.